Hey, Hey, bonsoir tout le monde, bonsoir Dorothée qui nous rejoint donc. salut tout le monde. On se retrouve pour un live ce soir autour du début de l'allaitement dans ce contexte un peu particulier qui est le Covid-19, le coronavirus, sur lequel tu as potassé ma belle. Ouais, Avant qu'on commence, je vais au moins faire une petite présentation comme avec tous les intervenants qui sont passés ces derniers temps. Toi, tu es infirmière diplômée d'État, tu es consultante IBCLC et tu es aussi accompagnante certifiée BN. ouais, À côté de ça, toi, tu es bénévole à la COFAM et à l'association L'Allaitement Tout un Art. c'est ça. Ok, je sais que tu es aussi monitrice de portage, il me semble. Oui, Voilà. Ok, donc tout ça, tout ça. Et ce soir, tu es là avec nous pour nous parler un petit peu de ces débuts d'allaitement parce qu'on a plein de mamans qui sont en fin de grossesse, qui vont pas tarder à accoucher ou qui viennent juste d'accoucher et comment on fait avec le contexte actuel. Moi, j'ai encore eu des questions cet après-midi que je te poserai tout à l'heure. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut faire pour débuter en temps normal un allaitement? En temps normal déjà. déjà être confiante en soi et puis quand on a décidé d'allaiter, alors oui, ce qui est le plus simple, c'est de dire que on n'a qu'à mettre son bébé au sein et ça va fonctionner. Moi, j'ai envie de dire, voilà, euh, quand, quand on a envie de débuter un allaitement maternel, la chose primordiale à penser, c'est que le maternage avec son bébé est hyper important. Le contact, on parle du contact peau à peau, mais j'ai presque envie de dire le contact avec la mère, l'enfant, et surtout avec enfin, s'écouter soi d'abord en tant que maman pour être vraiment confortable. Déjà, ça, c'est la priorité. Et après, d'installer un bébé qui soit vraiment, enfin voilà, on écoute son bébé, on regarde son bébé et on essaie d'installer son bébé du mieux qu'on peut. Et oui, on a le droit de l'aider et on n'est pas obligé de toujours attendre que son bébé fasse aller les réflexes archaïques. Moi, j'aime bien dire aux mamans, c'est comme si on demandait à un poisson rouge de monter dans un arbre. Tout le monde ne peut pas le faire. Donc, on aide, on observe, on regarde. Et les mamans sont toutes compétentes pour pouvoir observer leur bébé et savoir ce qu'il a vraiment, vraiment besoin. Et comment est-ce qu'on peut rassurer peut-être les mamans qui nous écoutent dans le fait ben, c'est pas toujours évident. Des fois, pour la première fois, on est maman, on pense que l'équipe qui nous entoure, elle sait mieux que nous. Comment est-ce qu'on peut arriver à s'écouter soi dans un contexte où on est peut-être toute seule, pour celles qui accouchent en ce moment, qui sont toutes seules sans le papa, pour celles c'est un premier enfant, donc même sans Covid-19, voilà, c'est un premier enfant. Comment est-ce qu'on peut s'écouter soi? Comment est-ce qu'on peut laisser passer les conseils d'une qui va passer, puis après ce sera une autre, elle donnera un autre conseil, puis ce sera encore une autre, elle va donner encore un autre conseil. Enfin, comment est-ce qu'on peut s'écouter soi dans un contexte où pour le coup, on n'est pas forcément confiante de par la situation ou de par aussi le bain hormonal qui fait qu'on n'est pas tout à fait bien dans nos bottes à ce moment-là, quoi. Alors, déjà, hors contexte Covid-19, c'est déjà pas facile pour les mamans parce que finalement, on se retrouve un petit peu non pas seul parce que ça c'est pas vrai. On est entouré quand même. On a différents professionnels. On a les sages-femmes qui font des préparations à l'accouchement qui sont vraiment très très bien. Il y a des associations de bénévoles qui existent et qui font déjà des réunions. Peut-être que en fait certaines mamans sont pas peut-être assez curieuses, je ne sais pas. Enfin après c'est des hypothèses pour aller justement demander plus de peut-être de questions et puis de d'oser poser des questions quand au début. Après moi les questions, enfin les choses que j'ai régulièrement, c'est que les mamans que je rencontre, elles me disent mais on m'avait pas dit. On m'avait pas dit que ça pouvait être douloureux, on m'avait pas dit que ça pouvait capoter, etc. Après, je comprends les professionnels qui n'ont pas envie de dire forcément que ça va être douloureux, que ça va mal se passer, parce que c'est pas forcément le cas en fait. Mais c'est surtout les mamans qui vont avoir des problèmes et qui quelque part vont en vouloir quelque part à toutes les personnes qui les entourent parce que elles savaient pas, elles s'attendaient pas à ça. Et je les comprends en fait, parce que même moi, je l'ai vécu en tant que jeune maman, même en étant infirmière, en fait,
on s'est dit, bah voilà, elle sait, donc on va laisser faire. Et en fait, non, je savais pas. Donc, ayez la curiosité d'aller voir un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux, allez voir les vidéos d'A pas de moi aussi, parce que tu fais des vidéos super formidables. Ayez la curiosité d'aller voir d'autres mamans aussi euh, pour euh, pour leur demander comment ça s'est passé, leur vécu, etc. Et puis, lorsqu'on a débroussaillé un peu le terrain, quand on vit cette rencontre avec le bébé, moi, j'aime bien dire, cherchez le regard de votre bébé, vous allez trouver toutes les réponses à travers son regard. Du coup, ce que j'entends dans ton discours, c'est que quelque part, débuter un allaitement, au final, c'est se préparer avant. C'est faire des rencontres, Et c'est... ouais, en fait, enfin, essayer de discuter avec d'autres personnes. Après, la préparation à l'accouchement est certes très intéressante. Ce qui est regrettable en France ou partout dans le monde, en fait, c'est qu'il n'y a pas assez de prévention. En fait, la prévention que j'ai dans ma tête, en fait, est celle où, en fait, on fait de l'éducation à la sexualité chez les petits, en fait, à l'école. Mais à quel moment, vraiment, on entend parler d'allaitement? Vraiment. Moi, je suis... Enfin, je trouve que ça serait bien, quand même, de pouvoir dire aux petits, aux grands, comment aux ados. aux ados, aux pré-ados, en fait, que un bébé, en fait, ouais, c'est intéressant d'avoir un bébé, c'est intéressant de savoir comment on les fait, mais aussi c'est aussi de savoir comment, enfin, qu'est-ce que c'est un bébé, qu'est-ce qui va se passer quand il y aura le bébé, quoi. C'est-à-dire qu'au-delà des cours de sexualité, il n'y a plus de cours de parentalité comme il y a pu y avoir à des époques, quoi. Non. Et c'est ça qui me manque, en fait. Beaucoup le disent, hein, je suis pas la seule, on a des cours de préparation à l'accouchement, mais on manque encore de cours à la préparation à la parentalité. Et ça, enfin, le, le gouvernement pense à tout ça. Il y a des changements qui sont en train de s'opérer. Moi, quand j'ai accouché la première année en 2011, c'était vraiment le désert quelque part. Je me suis retrouvée soumise à moi-même et sans connaissance. Et puis même, j'avais fait intervenir une consultante en lactation. J'ai eu cette curiosité-là, mais je ne comprenais rien de ce qu'elle me disait. Parce que c'était des connaissances que j'avais pas ou c'était des choses que je n'avais jamais entendu parler. Et, et c'est dommage parce que quelque part, peut-être que ça m'aurait aidé, peut-être que si j'avais su certaines choses avant, ça m'aurait aussi aidé à mettre mon bébé au sein. Et c'est sur ça que moi, en tant que professionnelle, en tout cas, je me bats, c'est essayer déjà d'inculquer certaines, alors inculquer, donner certaines informations, bien Transmettre. sûr, voilà, transmettre, partager, parce que c'est hyper important. Et puis après, chacun fait son. De toute façon, on fera nos choix de façon individuelle et, et c'est ça qui est le plus important, c'est après s'écouter. Du coup, qu'est-ce qui serait pour toi, on va dire, les gros points, sans essayer d'en faire une liste de 15 parce qu'on n'a qu'une heure, mais quels seraient pour toi vraiment les indispensables, les points indispensables à aborder pour une maman qui débuterait son allaitement? Déjà de comprendre des grosses lignes sur l'anatomie, la physiologie, comment ça fonctionne, parce que c'est bien beau de mettre son bébé au sein, mais si je comprends pas que s'il y a pas de, enfin s'il y a pas de stimulation, il y aura pas de transmission au niveau neurotransmetteurs qui vont stimuler l'hypophyse, l'hypothalamus, qui vont créer la prolactine, l'ocytocine, si je ne peux en citer que deux qui sont hyper importantes pour la lactation. Euh, Si j'apprends pas que c'est important de garder mon bébé sur moi le plus régulièrement possible, je vais pas savoir que si je le laisse très très régulièrement dans son lit, je risque d'en faire. Alors, il y a quand même pas mal de monde qui connaît en fait les bébés qui sont endormis à la naissance. On dit souvent qu'ils sont en économie d'énergie. Un bébé en économie d'énergie, c'est pas normal. Il faut mettre un bébé au sein le plus régulièrement possible, l'écouter. On dit que c'est au signe d'éveil. Et quand on fait le calcul, moi,
je ne dis rien aux mères. Je leur dis pas, il faut X tétés dans la journée. Je leur dis, en moyenne, en fait, un bébé tète 8 à 12 fois par jour. Il y a 24 heures dans une journée. Essayez de calculer le nombre de tétés que approximativement un bébé doit faire. Alors effectivement, il y en a qui vont avoir 1 heure d'écart, 2 heures, parfois 3, parfois 4, parce qu'ils vont faire un gros temps de sommeil. Mais derrière, il faut qu'il y ait pas mal de tétés et que ce soit un bébé qui réagisse bien, qui bouge, qu'on voit bien il se passe des choses, quoi, et pas un bébé qui est complètement amorphe, qui a du mal à téter, qu'on voit sur le sein et qui finalement ne tète pas. Les premiers jours, on a le colostrum qui monte, finalement, c'est des petites tétées. On dit même que c'est des tétées qui vont être en grappe parce qu'à un moment donné, il va falloir faire monter le lait. Bien sûr, c'est des façons de dire, mais c'est ça, enfin, un bébé, en fait, plus on va le garder sur soi dans les premières heures, dans les 24-48 heures, en fait, plus on va apprendre déjà à le comprendre, à échanger avec lui. Et puis, il va être au sein, il va stimuler la lactation. Et après, ben, pour la montée de lait, ça sera largement plus facile de voir un petit peu comment ça se passe. Et effectivement, il fera des meilleures tétées et ça se passera largement mieux avec son bébé. Si tu me permets de vulgariser ce que tu dis, mon fort, si tu me permets de vulgariser ce que tu dis, c'est-à-dire que on est sur une information qui est quand même importante pour des mères qui débutent l'allaitement, c'est-à-dire que le colostrum, c'est du lait. Oui. Et que la montée de lait, c'est juste une transition, une maturation de ce lait, de ce premier lait, en un second lait qu'on va appeler de lait de transition. Et c'est ça ce qu'on appelle la montée de lait. C'est un changement de composition de lait, mais le colostrum, c'est du lait. Alors, il y a un changement de composition du lait, oui et non, parce que, en fait, ce qui se passe dans le sein, en fait, c'est que il faut imaginer que, en fait, dans les petites cellules, si on va dans l'anatomie, en fait, il y a les acini, en fait, qui regorgent de lait, en fait, mais au tout départ, en fait, les acini sont pas soudées entre elles. En fait, il y a des grosses molécules qui vont passer, mais il y a aussi beaucoup de lait, enfin, d'eau qui va être relarguée, en fait, dans les seins. Et du coup, en fait, le colostrum, en fait, c'est une quantité qui est vraiment très, très condensée de lait. Et généralement, en plus, avec des grosses molécules qui font un lait qui est plus salé, généralement, en fait. Mais en fait, ce lait est d'une qualité extra parce qu'en fait, c'est comme si on... Allez, je vais essayer de trouver une métaphore aussi. Je pense à ceux qui vont dans l'espace, qui prennent des petites quantités concentrées hyper importantes pour pouvoir avoir tous les nutriments. Bah, c'est ça. C'est notre bébé, c'est un petit astronaute qui a besoin de sa quantité pour pouvoir avoir l'énergie qu'il faut, pour pouvoir bien se mettre au sein, pour pouvoir bien faire monter le lait. Et une fois que le lait est arrivé, en fait, c'est allez, vas-y, on a Alors, c'est open bar. Du coup, je me permets de préciser, une fois que le lait de transition est arrivé, puisqu'on est d'accord que le colostrum, c'est bien du lait. En fait, j'insiste un peu sur cette question parce qu'il y a souvent cette question qui revient dans les mamans qui débutent l'allaitement, qui envoient des questions. Oui, mais j'ai toujours pas mon lait. Alors, quand on questionne, on dit, qu'est-ce que, non, j'ai toujours pas ma montée de lait. En fait, si, le colostrum, c'est du lait. Et je crois que c'est une information qui est quand même super importante à passer aux mamans parce qu'elles s'angoissent énormément avec cette histoire de montée de lait. Alors que le colostrum, c'est du lait. Oui, il y a une transition qui va arriver, mais elles nourrissent leurs enfants. C'est bon, il y a ce qu'il faut. Oui, elles nourrissent leurs enfants. Et moi, j'ai presque envie de dire, si vous avez le moindre doute sur la quantité que votre bébé prend, parce qu'effectivement, en fait, ça peut ne pas fonctionner tout de suite pour X ou X raisons, parce qu'il y a une naissance rapide ou une naissance plutôt longue. Déjà, la naissance, entre guillemets, en position gynécologique, c'est pas une position physiologique. Donc déjà, ça peut causer certaines choses. Mais même dans un accouchement normal, en fait, il peut se passer X choses qui font que, à un moment donné, le bébé va avoir du mal à téter. Si vraiment ça se passe comme ça et si vraiment on a du mal à donner son lait, ce qui est important, c'est de trouver un moyen de pouvoir le donner. Et moi, j'aime bien dire aux mamans, prévoyez une petite cuillère. Et puis vous exprimez un petit peu de lait dans la petite cuillère, vous donnez un petit peu en complément, et peut-être que ça va dynamiser votre bébé, et à un moment donné, il prendra mieux. Et c'est la répétition de je mets mon bébé au sein, je donne le lait si vraiment j'ai un doute, en fait,
notre objectif pendant les 24-48 heures, c'est vraiment donner un maximum de colostrum pour qu'il y ait de l'énergie et qu'après, ben, il ait vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir téter, qu'importe la difficulté sur laquelle il fera face. Mais c'est du lait, effectivement, c'est du lait. Donc là, ce qu'on entend déjà deux choses, c'est que le colostrum, c'est du lait, que la montée de lait, donc c'est juste un changement entre ce premier lait et un second lait qui mature un peu. Et on entend surtout le conseil d'avoir une petite cuillère sur soi dans sa valise de maternité. Ça peut être pas mal si on a envie de donner des petits compléments qu'on n'est pas sûr de ce que boit bébé. Oui, exactement. Est-ce qu'il y a d'autres petites choses comme ça qui peuvent aider les mamans à se préparer éventuellement à l'allaitement, en fait, tout simplement? Essayez de vous faire plaisir en prenant un peu de chocolat, des petits fruits secs ou des trucs comme ça, parce que en fait, bon, je sais que dans les maternités, ils essaient de faire un effort par rapport à la quantité de nourriture, mais généralement, en fait, on a quand même, on a envie de se faire plaisir, donc faites-vous plaisir, c'est le moment. Oui, moi, Bon, j'avais rempli le frigo de la maternité. Je me souviens que j'avais rempli le frigo. On a des petits frigos, nous, dans notre maternité. On a cette chance-là. Et alors, je l'avais juste blindé, hein. Alors, allons-y. Sushi, saumon, fumé, tout ce que j'avais pas pu pendant 9 mois. Ah, bah, c'était là. Je m'en suis pas servie, excepté, effectivement, la fameuse deuxième nuit, la nuit de la Java, hein, bien sûr. Où, en fait, bah, 4 heures du mat, grosse insomnie, impossible de dormir. Elle était énervée. J'étais énervée. Du coup, j'ai réussi à la calmer. Et comme moi, j'y arrivais plus, j'ai sorti tout ce qu'il y avait dans le frigo. J'ai tout étalé sur le plateau. Et je me suis maté une série en mangeant tranquillement. Et je te dis pas l'ocytocine. Hein, alors là, c'était bien. Ouais. Alors, quand on parle d'expérience, moi, mon deuxième accouchement, en fait, c'est mieux passé parce que mon allaitement, voilà, a, entre guillemets, mieux démarré. Quoique, non, pas forcément, parce que en fait, j'étais tellement frustrée parce que mon premier avait eu un complément de lait artificiel et j'étais tellement en colère parce que finalement, je me suis dit, mais je suis une incompétente, en fait. Je ne voulais pas être une incompétente. Et je me suis bourrée, en fait, de tisanes d'allaitement, de choses galactogènes. Alors, j'ai parlé des fruits secs, mais c'est pas ça que j'avais pris, c'était vraiment la tisane d'allaitement. Et franchement, de prendre trop de tisane d'allaitement, bonjour la montée de lait après, hein. Il y a des études qui sont parues en disant que les tisanes d'allaitement, on a besoin d'en ingérer des quantités dans la journée pour pouvoir faire la montée de lait. Le seul problème, c'est que plus j'en buvais et plus en fait, je me faisais des seins comme as, quoi. J'ai passé 3 jours avec une montée de lait bien corsée. Ouais. Il y a, en fait, si vous avez la chance de pouvoir apprendre ça, en fait, aussi dans les choses à savoir en étant à la maternité, c'est apprenez déjà à essayer de faire la compression par contre-pression, en fait, où en fait, quand il va y avoir la montée de lait où les seins vont devenir comme as, en fait, il faut savoir que c'est pas du lait dans le sein, mais c'est une inflammation du sein. En fait, de pouvoir avoir la pression par contre-pression, en fait, c'est le jargon qu'on apprend comme ça en étant consultante en lactation. En fait, c'est de ramener en fait l'œdème, libérer un peu le mamelon pour que le bébé puisse en fait mieux prendre le sein. Et souvent, c'est pas très expliqué. J'entends encore des choses où on dit, bah voilà, il va falloir mettre quelque chose pour essayer de réduire l'inflammation du sein, etc. Mais souvent, j'entends pas que les mamans avaient appris à faire ce geste-là, en fait. Alors, j'ai pas mon sein, je suis désolée. Je vais peut-être le faire sur le mien aussi. Ou Mayan, tu vas m'aider aussi. Mais en fait, on met ses doigts, en fait, comme ça. Et on essaye de faire une petite pression, en fait, légère. Il faut pas que ça soit douloureux. Mais au fur et à mesure, on va appuyer, en fait, vers l'arrière pour libérer la première partie du mamelon. Une fois que on sent que les tissus sont assez souples et que ça commence à faire mal, en fait, on recule les doigts et on fait la même chose. Et on libère comme ça l'ensemble du mamelon pour que le bébé puisse prendre le sein correctement. Et cette période, en fait, où il va y avoir la montée de lait, où c'est douloureux, en plus, tu l'as dit, il y a la nuit de Java qui est juste la veille. Alors déjà, on n'a pas dormi, ça fait 24-48 heures qu'on met son bébé au sein non-stop. Et là, on a une bonne montée de lait qui arrive, bien douloureuse, le bébé qui arrive pas à prendre, peut-être parce qu'il y a une petite bouche, peut-être que parce que je me positionne mal, parce que machin. Bah, déjà d'apprendre cette technique-là pour libérer le mamelon, en fait, c'est juste royal. Et de faire téter son bébé, c'est hyper important parce que oui, il y a de l'inflammation, oui, c'est douloureux,
Ça peut être vraiment très, très désagréable, mais franchement, n'hésitez pas, libérez les mamelons pour vraiment, vraiment être plus tranquille, entre guillemets. Pour Euh, les mamans qui nous écoutent et qui vont accoucher, j'ai plusieurs choses à te demander. Donc, du coup, on parle d'une montée de lait qui peut être très importante. Est-ce qu'elle peut générer des symptômes particuliers qui sont physiologiquement normaux? alors, hors contexte Covid, parce que ça, il faut le dire aussi, la montée de lait peut être douloureuse, on peut avoir un peu de température, on peut avoir un état grippal, on peut être rouge boursouflé au niveau des seins, on peut avoir des douleurs au niveau thoracique, mais parce que c'est dans cette zone-là en fait. Mais ça c'est hors Covid, c'est-à-dire que en fait on peut avoir ces douleurs-là. Donc c'est pas parce qu'on est à la maternité que ça se passe mal, que en fait on a des douleurs, qu'on se sent pas bien, etc. Ces douleurs-là, elles sont normales. Appelez le personnel, vérifiez votre température, vérifiez que il n'y a pas de douleur au niveau de la gorge, parce que en fait les symptômes du Covid, c'est quoi? C'est alors effectivement il y a la fatigue, mais la maman elle est fatiguée aussi. Les maux de tête aussi sont à rajouter par rapport au Covid. La perte du goût et de l'odorat qui ont été aussi rapportés dans le Covid. Mais sinon, en fait, la douleur de la montée de lait, elle est j'ai presque envie de dire normale. Alors normale, il y en a certaines qui rapportent aussi que une montée de lait n'est pas forcément douloureuse. J'allais y venir. J'allais te demander parce que moi, c'est mon cas pour les deux fois. Rien. T'as de la chance. Oui. Oui, alors, sauf qu'à l'inverse, j'avais la pression du personnel qui n'entendait pas qu'une montée de lait pouvait ne pas être douloureuse. Donc, j'ai failli ne pas sortir à cause de ça. Donc, c'est aussi important que les mamans sachent qu'une montée de lait peut ne pas être douloureuse. Et dans ce cas-là, à quel signe est-ce qu'on peut se fier? Moi, je le sais, je l'ai fait. Mais à quel signe est-ce qu'on peut se fier pour savoir que notre montée de lait, finalement, elle a eu lieu? Parce qu'on n'a pas eu mal. Alors déjà, on va avoir un bébé qui va avoir une succion qui va être peut-être légèrement différente. En fait, on va avoir une aspiration qui va être légèrement différente et quand on va l'entendre déglutir, parce qu'on va l'entendre bien déglutir, avec des quantités de lait, c'est oh, goût. Et oui, le bébé va commencer à boire. En fait, déjà, il va mieux prendre le sein. Et peut-être qu'à un moment donné, on peut même avoir ce qu'on appelle un réflexe d'éjection qui arrive et puis curieusement en fait on se met à avoir le sein qui va perler de l'autre côté aussi. On a le bébé d'un côté et puis de l'autre côté c'est waouh, c'est la fuite. Est-ce que du côté du bébé, il y a des signes qui peuvent nous montrer qu'il a bien mangé, quoi, il est bien repu, quoi. Les signes en fait déjà il va y avoir alors déjà dans les premiers jours en fait les changements de sel, on va passer des sels méconiales à des sels qui vont progressivement devenir des sels jaunes d'or, des sels jaunes Faut avec des qu'on passe cils de sel marron à noir, de noir à marron, noir à à marron, peut-être à jaune. parfois un petit peu verdâtre avant de passer au bien jaune. Le nombre de couches aussi qui va changer. En fait, il va y avoir des couches de plus en plus nombreuses. Et puis finalement, au niveau de la tétée, en fait, avant la montée de lait, peut-être que son bébé va va s'énerver peut-être parce que la montée de lait sera pas faite, etc. Et puis quand elle va remettre son bébé au sein au moment de la montée de lait ou après la montée de lait, en fait, on va avoir un bébé qui sera beaucoup plus repu au sein. Ouais, voilà. Et généralement en plus, en fait, il y a des signes chez la maman, c'est que en fait le bébé il est comme ça, mais la maman aussi, en fait, elle va avoir une espèce de plénitude qui arrive et généralement ça nous donne aussi envie de dormir en fait. Ouais, ok. Donc, ce qui est plutôt, voilà, des signes qu'on peut observer. Est-ce que il y aurait d'autres petites choses avant qu'on passe peut-être à un contexte un peu plus particulier? Est-ce qu'il y a d'autres petites choses que les mamans ont besoin de savoir pour débuter leur allaitement, qu'elles soient pas surprises finalement à la maternité? On parlait de cette deuxième nuit aussi qui est très festive. Hum, bah, en, c'est pas, en fait, c'est pas obligatoire, mais d'un autre côté, ça peut être un moment où en fait le bébé va être un peu plus agité que d'habitude, que ce soit la nuit ou que ce soit pas la nuit. En fait, le problème, et que c'est pas un problème, mais en fait, souvent ça arrive la nuit,
Mais pourquoi? Parce que en fait, on est dans un état où nous-mêmes on est fatigué, où nous-mêmes on est anxieuse, on veut le meilleur pour son bébé et on sait pas toujours comment faire, on est un peu perdu, on regarde son bébé. Si vraiment vous avez le moindre doute, en fait, un bébé, un tout petit bébé, en fait, il est pas là pour faire gousi-gousi avec sa maman, il est là pour manger. Donc vous le mettez au sein, vous vous installez, vous essayez de toujours penser au maternage, tout le temps le câliner. Vous le gardez dans les bras, vous le caressez, vous le touchez, vous comptez les doigts à toutes les heures. Vous l'admirez en fait. Et c'est plus on va materner, plus on va être à proximité de son bébé, toujours à répondre à ses besoins, plus on va être dans cette écoute-là, en fait, et plus on sera dans ce que notre bébé a vraiment besoin, en fait. Alors, la question qui va brûler toutes les lèvres, hein, bien sûr, quid de la perte de poids? Qu'est-ce qu'on dit autour de ça? Aïe, Hein, aïe, aïe. le petit truc qui stresse tout le monde. C'est une question piège, mais à fond les ballons. Oui, mais je sais que tu pourrais y répondre. Alors, dans les maternités, on commence à s'exciter quand le bébé il a perdu 7-8%. Dans la plupart des maternités, j'entends, parce que il y a quand même des maternités qui maintenant reviennent un petit peu sur les choses. Alors, je vais peut-être être méchante à ce niveau-là parce que peut-être que c'est pas assez dit. Mais moi, je commence à m'affoler vraiment quand le bébé perd entre 5 et 7% de son poids de naissance. Oui. Alors, là où ça peut être faussé, c'est que en fait, dans les conditions de naissance, en fait, on peut avoir des perfusions qui durent longtemps, qui peuvent fausser le poids du bébé. Des accouchements qui sont longs, généralement, où la maman elle va avoir une perfusion d'ocytocine ou une perfusion de n'importe quoi. En fait, ça peut modifier le poids du bébé. Concernant la prise de poids, en fait, en plus en France, on l'a fait dans les 2 heures qui suivent l'accouchement. Si je prends l'exemple de l'Angleterre, par exemple, l'Angleterre, en fait, les bébés sont pas pesés tout de suite. Ils sont pesés le lendemain, voire le surlendemain. Donc, du coup, cette différence de poids, elle est pratiquement pas présente, en fait. Et cette perte de poids, elle est physiologique parce que le bébé, il a besoin, en fait, d'évacuer tout ce qu'il a accumulé pendant la grossesse. Le méconium, ça fait quand même du poids. Et puis, alors, je disais, je m'affolais à partir de 7% de perte de poids. En fait, un bébé qui est au sein, un bébé qui va boire du colostrum très, très fréquemment, où on n'hésitera pas à lui donner des compléments de lait, j'entends de lait maternel, pas de lait industriel, il va pas perdre des masses. Il va... Autant mon premier, je savais pas. Alors là, je parle de mon expérience perso parce que j'ai eu les 2 cas de figure où un bébé, en fait, que j'écoutais pas forcément, que je laissais dormir parce qu'il était tellement mignon quand il dormait. Bah oui. Et qui a perdu du poids, qui a eu des compléments et qui, en fait, finalement, m'a mis bien le doute. Et le deuxième bébé où, en fait, j'ai pas réfléchi. Je savais qu'il fallait qu'il mange. Il a mangé, il a mangé, il a mangé. Mon bébé a perdu 3% de son poids de naissance, c'est tout. Donc, il faut pas hésiter à mettre son bébé au sein, vraiment. Alors, justement, en parlant d'expérience, qu'est-ce que... Bon, par exemple, je vais prendre mon cas personnel. Alors, c'était ma deuxième, donc du coup, je me faisais encore plus confiance, autant te dire. Mais césarienne programmée, et elle a perdu aux alentours de 10%, un chouille plus, peut-être 11%. Et donc, l'équipe a commencé à me parler de compléments et j'ai strictement refusé puisqu'en fait, moi, j'ai passé mes 5 jours en peau à peau avec mon bébé au sein. Donc, je leur ai dit, bah non, en fait, ça va le faire. Et effectivement, le lendemain, c'était reparti. Hein, mais effectivement, pendant 2 jours, ils se sont un peu inquiétés avec moi qui était par contre droite dans mes pommes en disant non, parce que, en fait, elle était en peau à peau. Concrètement, elle était en peau à peau, elle était sur moi, c'était une césarienne. Moi, je me stressais pas du tout. Je voyais qu'elle buvait, j'entendais bien les bruits. Bon, est-ce qu'il y a des cas où effectivement, voilà, la question c'est quid des compléments? Qu'est-ce qu'on fait de ces fameux compléments? Comment est-ce qu'on complémente? Est-ce qu'on privilégie quelque chose par rapport à quelque chose d'autre? Alors, je vais me mettre du côté personnel.
du personnel soignant. Moi, quand j'étais infirmière, hormis le fait de la naissance, etc., moi, j'ai appris que quand on perdait 10% de son poids de naissance, c'était déjà grave. Donc, un bébé qui perd 10% de son poids de naissance, c'est normal que le personnel s'inquiète. Après, quand il y a une perte importante de poids, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce qui va être important, c'est de pouvoir donner son lait maternel, d'une façon ou d'une autre. Si j'arrive pas à exprimer à la main, je tire avec un tire-lait prêté par le personnel. Je donne à la petite cuillère, je donne au doigt paille, je donne par n'importe quel biais en fait, parce que les bébés sont capables de téter en fait dans une petite coupe, dans une petite tasse, dans une petite cuillère. Le doigt paille, ça marche très très bien et souvent les équipes le mettent en place. Pourquoi pas? Il y a il y a plein de possibilité en fait de donner son lait d'une façon ou d'une autre. Mais effectivement, le lait maternel sera à privilégier parce que euh, je c'est toujours délicat de le dire devant tout le monde, mais c'est une réalité. Dès lors que l'on donne un complément de lait à industriel, en fait, ça peut modifier la flore du bébé et finalement de créer des désagréments chez le bébé et qui seront pas sympas en fait. C'est ce qu'on appelle coliques, des douleurs. Il peut y arriver de n'importe quoi. Et je dirais encore plus, si on donne son lait maternel et qu'on exprime son lait, en fait, ça va stimuler davantage le sein. S'il n'y a pas stimulation assez au niveau des seins, en fait, ça va permettre d'entretenir une activité en fait de stimulation au niveau du sein qui va être importante et pour la montée de lait et après pour la suite de l'allaitement. Il y a des mamans qui n'arrivent pas à mettre leur bébé au sein pour X raisons, que ce soit un frein ou que ce soit parce qu'il y a un torticolis et qu'on n'a pas de rendez-vous avant de sortir à la maternité. Ça va être important de mettre en place des choses, de pouvoir entretenir la lactation, même sans avoir son bébé au sein, et qu'après, en fait, on remette son bébé au sein. Et il y a beaucoup de cas où les mamans ont eu, ça a capoté à un moment donné, on a eu des difficultés, mais on a réussi à remettre son bébé au sein sans problème. Donc, on essaie de privilégier au maximum des compléments de lait maternel. Oui, oui. Le, entre 20 grammes de lait artificiel et 20 grammes de lait maternel, en fait, c'est comme si vous compariez une, un truc hyper puissant dans les doigts où en fait il va y avoir plein de choses détonnantes pour le bébé. Déjà, il y a toutes les molécules qu'on peut imaginer en glucose, en lipides, en protéines. Vous rajoutez des vitamines, tout ce qui est immunitaire. Et puis, il y a une molécule que j'arrête pas de dire aux parents, en fait, c'est s'il y a une molécule extraordinaire à retenir, c'est la molécule Hamlet. Alors ça, je sais pas si les parents le savent, mais il y a une molécule extraordinaire qui est en fait une molécule anti-cancer chez l'enfant. Enfin, quand on, quand on sait ça, c'est juste incroyable, quoi. Notre lait est incroyable. Donc, autant privilégier ce qui est incroyable plutôt que ce qui est, en fait, finalement, industriel, qui est fait, en fait, à partir de molécules, en fait, qui sont pas destinées à notre espèce au départ et qui finalement peuvent apporter des désagréments, autant favoriser le naturel. Vraiment. Ok. Juste Karine qui nous regarde. Surprenant, je travaille en mater, j'ai fait des stats sur 2 années à raison de 1100 naissances par an. Tous les bébés au bib, quel que soit le poids des bébés à la naissance, c'était de 4% pour les bibs. Ah, pour les biberons, la perte. Et 5% pour les bébés au sein. Ouais, c'est à peu près ce que tu disais, je crois. Oui, mais césarienne programmée. Il faudrait que je compte tous les bébés. Alors. Alors. Ah oui, d'accord. Et elles se font une discussion entre elles, en fait, les filles. As-tu différencié les bébés César des bébés, différencier les péris des césariennes? Ok. Bon, après, elles se font une discussion entre elles aussi, les filles. Ça marche. Du coup, on va peut-être se centrer sur aussi ce qui questionne beaucoup en ce moment. Voilà. Voilà, Alors, mon bébé est là. Je suis dans le contexte du Covid-19 et je ne suis pas contaminée. Je ne suis pas malade. Qu'est-ce qui se passe? Comment je mets en place mon allaitement?
Déjà, je suis pas contaminée. La plupart des maternités, en fait, au moment de l'accouchement, si le conjoint lui est lui-même non symptomatique en fait et qu'il n'a pas été en contact avec quelqu'un qui était du Covid, en fait le conjoint peut être là. Enfin tous les soins qu'on connaît, en fait s'il y a une péridurale etc, c'est normal le papa ressort, mais par contre il pourra être là. Euh, les suites, en fait, c'est des suites entre guillemets normales. En fait, on est en chambre et une maman qui est asymptomatique, qui est pas, qui a pas de Covid, euh, et derrière, en fait, le personnel n'est pas à risque non plus. Ben, en fait, on mène son allaitement comme de façon normale. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que le bébé on le garde avec soi. En plus, si on le garde en maternant le plus, comme dirait Suzanne Colchon, à la bonne adresse, c'est-à-dire sur maman, pour pouvoir garder la chaleur, le contact, l'odeur, d'avoir un bébé qui soit vraiment lové comme il était dans le ventre de sa maman, avec un allaitement quitte à ce que ça soit des bébés, des tétés toutes les heures, si va envie de téter toutes les heures. Euh, et puis, ben, si dans la situation particulière, si c'est un truc à faire plus attention encore, c'est ben, je me lave les mains. Je désinfecte en fait mon plan de travail. J'essaye de, enfin, ça, c'est les filles de l'équipe qui doivent le faire. Enfin, la maman, tant qu'elle est dans son lit, qu'elle touche à rien, etc. Enfin, voilà. Enfin, et puis, je pense que le personnel derrière, ils sont au taquet pour tout désinfecter, etc. Si je me mouche, ben, je me mouche avec un mouchoir à usage unique. Si j'éternue, ben, j'éternue dans mon bras. Voilà. Enfin, comme tout le monde, en fait. Vraiment comme tout le monde. Donc Le, quand on est asymptomatique, on est plutôt tranquille, c'est un peu comme d'habitude. Est-ce qu'on peut parler de... Non, c'est pas comme d'habitude, parce que en fait, les visites à la maternité, il y en a pas. Voilà. Alors du coup, la maman, elle est... Alors, c'est vrai, c'est chiant d'être tout seul. On a envie de le faire découvrir son bébé, etc. Et c'est vrai que le contexte, en fait, il est complètement difficile pour beaucoup de monde, en fait. Mais d'un autre côté, en fait, de rester, de rester juste avec son bébé, soit, même si, enfin, papa, il va peut-être pouvoir venir, peut-être. En fait, c'est juste excellent ce temps-là. Ce temps-là, profitez-en pour faire ce que certaines n'arrivent pas à faire d'habitude, de pouvoir l'explorer et explorer ce temps avec son bébé. C'est juste royal. C'est C'est un mal pour un bien. c'est un mal pour un bien, effectivement. Puis bon, de toute façon, on a toujours nos téléphones dans un coin, on fait toujours du FaceTime, etc. N'oubliez pas quand même que la priorité, c'est quand même votre bébé et que c'est pas de faire coucou, coucou, regarde. Non, tu peux faire du FaceTime, mais tu gardes ton bébé sur toi et tu fais pas faire plein de trucs et en fait, ça sert à rien parce qu'il de toute façon, il saura pas et garde-le dans tes bras, fais des câlins, fais des bisous, fais plein de tout ce que Il y tu veux. a, il y a des maternités que les parents soient asymptomatiques ou pas, confinent les parents, le couple mère-enfant dans les chambres. Pour éviter d'avoir les échanges avec les autres parents, bah pourquoi pas. Enfin, je préfère une maman qui reste avec son bébé que derrière, en fait, il n'y ait pas de contact avec les autres parents parce que même si on est asymptomatique, étant donné que la durée de comment on appelle ça, euh, L'activation. d'incubation du virus, en fait, elle est, alors selon l'OMS, de 1 à 12 jours et demi. En fait, on a beau être asymptomatique, en fait, on a quand même un risque derrière. Donc, on essaye quand même d'être très prudent. Et les règles de confinement qui sont pour tout le monde en France, ben, elles sont ainsi à l'hôpital et encore plus à l'hôpital puisque on a peut-être un peu plus de risques avec tous ces échanges de personnes au niveau de l'hôpital. Donc, alors moi, ça me choque pas que la maman reste dans sa chambre et elle puisse pas sortir de sa chambre tant qu'elle peut rester avec son bébé et que son bébé n'est pas retiré. Mm.
Il y a effectivement, il y a des papas qui ne peuvent pas venir en suite de couches. Qu'est-ce qu'on peut dire aux mamans pour les rassurer? Euh, c- euh, En fait, je comprends tout à fait les mamans qui vont se sentir seules pendant 2, 3 jours. En fait, je pense que plus on va être à l'écoute de son bébé, plus on va montrer en fait que son bébé, en fait, on l'alimente du mieux qu'on peut et que derrière, il a repris un petit peu de poids, qu'il n'est pas en train de dégringoler son poids de naissance, que on s'occupe bien de lui et que derrière, il y a une montée de lait. En fait, ils vont pas nous garder à vitam aeternam. Ça va être 2, 3 jours où, bah oui, papa, il pourra pas être là. Mais bah, on a des téléphones, on pourra discuter, on pourra appeler le papa et puis ouais, c'est un contexte qui est difficile, mais c'est 2 jours, 2, 3 jours en fait, et après on rentre à la maison. On prend son mal en patience. C'est difficile pour tout le monde, mais que ce soit contexte maternité ou hors contexte maternité, en fait, cette situation est tellement extraordinaire, tellement, on sait pas où on va. On sait pas où on va. Et dans le doute, en fait, on prend toutes les précautions qu'il faut. Et la maternité, est rattachée à l'hôpital. L'hôpital est un lieu à risque. Alors on, on prend des précautions, en fait. Alors, il y a différents contextes, hein, apparemment, puisque Linda nous dit que bébé et papa sont ensemble, sauf que les papas restent tout le temps du séjour et ne sortent pas. Alors, effectivement, Linda, je suis d'accord avec toi, mais il y a l'inverse des mamans qui nous ont contactés, enfin moi qui m'ont contacté récemment, où les papas peuvent venir et rentrer. Par contre, c'est la seule visite de la maman. Donc, bon, il y a quand même est-ce qu'il y a des directives qui sont logiquement, des recommandations qui sont logiquement communes? Voilà, au niveau des sorties, par exemple, précoces aussi, quelles sont les recommandations actuellement? Alors, il y a plusieurs recommandations qui circulent. En fait, il y a la Société française de néonatologie qui a sorti un document qui date du début du mois où en fait il y a différents contextes et en maternité avec une prise en charge d'une mère asymptomatique, c'est-à-dire qu'il y a pas de symptômes de la maladie, et une prise en charge d'une maman porteuse du Covid, qui du coup en fait il y aura des modifications de sa prise en charge, et une maman qui est hospitalisée et qui derrière a vraiment le Covid et qui pourra pas s'occuper de son bébé. Ce document-là, en fait, on le retrouve dans tous les réseaux de sécurité de naissance. En fait, moi, je suis en Pays de Loire. En fait, ils ont mis sur leur site internet en fait tous ces documents-là qui sont disponibles. Et puis le site de la LLL aussi. Il y a plein. En fait, ça circule vraiment beaucoup. Il y a des informations sur l'ARS, je crois, il me semble aussi. Alors l'ARS, même l'OMS a sorti des textes, même si on se réfère vraiment sur les textes nationaux parce que c'est ça qui est en première ligne de compte dans les maternités. Mais c'est quand même intéressant de se pencher un petit peu sur ce qui se passe aussi ailleurs parce que bah, eux aussi ont une expérience et ont pu relater euh, bah, il y a déjà des statistiques qui sont faites. On sait que les bébés, en fait, ils sont... Alors, parce il y a eu un article aujourd'hui où, en fait, il y avait un bébé qui a été contaminé aux États-Unis. Après, il faut voir, en fait, ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, etc. En fait, je pense qu'on peut pas faire un cas d'une généralité. Globalement, en fait, que ce soit en Chine, en Europe, etc. En fait, on n'a pas d'atteinte de bébés autant que ça. Les bébés, en fait, tant qu'on reste sur des règles de sécurité, en fait, les règles de sécurité, c'est les gestes qu'on va avoir, qu'on nous transmet tous les jours.
Alors il y a la télé, il y a aussi les hôpitaux qui ont mis en fait des affiches sur le lavage des mains, je tousse dans mes manches, je fais pas des poignées de main, je fais coucou comme ça. Tout ça c'est important et oui c'est embêtant, mais d'un autre côté, en fait, on sait vraiment pas sur quoi on part. Il n'y a pas de vaccination pour ça. Il y a les traitements, en fait, c'est des traitements expérimentaux à l'heure actuelle. Donc, on garde ces précautions plus. Parce qu'on sait que les protocoles peuvent être différents d'une maternité à une autre. On Ouais. sait que les ARS sont pas forcément les mêmes par département. Le mieux pour une maman qui accoucherait là ou qui vient d'accoucher, non, mais qui accoucherait là dans les jours à venir, ce serait quand même de se rapprocher de sa maternité pour voir quel protocole elles ont mis en place, comment ça se passe. C'est peut-être le mieux. On parle de protocole, mais c'est plus des recommandations à l'heure actuelle. D'accord. Enfin, les protocoles, c'est quelque chose qui est pensé et pendant des mois pour essayer de toujours faire la même chose. Là, en fait, on vit on vit dans l'incertitude. Alors, je sais qu'à Strasbourg, en fait, ils séparent pas le père et la mère. À Paris, ils le font. À Lyon non plus. À Lyon, on ne sépare pas les parents. Donc, en fait, ça va dépendre d'une maternité à une autre. Mais par contre, après, il y a des populations qui sont différentes, il y a des prises en charge qui sont différentes. Peut-être que la maternité, elle est aussi très éloignée du service qui prend en charge les Covid aussi, et d'autres qui sont à proximité. On ne sait pas tout ça. Donc, ouais, tout à l'heure, je disais, on prend son mal en patience, on essaye c'est peut-être, en fait, je comprends. En fait, il y en a certaines qui vont dire que c'est pas juste. Il y en a qui vont dire bah oui, c'est dégueulasse, etc. Mais en fait, tout ça, ça fait partie en fait de la colère qu'on peut avoir en soi en fait, parce que on imagine, on idéalise en fait que ce soit une grossesse, que ce soit un accouchement, que ce soit un allaitement. Les débuts, on les idéalise. Là, en fait, là où il faut se concentrer, c'est sur l'essentiel. L'essentiel, c'est de prendre soin de soi, de prendre soin de son bébé, et qu'importe les conditions dans lesquelles on se retrouve, en fait. Du coup, on a parlé des mamans qui étaient asymptomatiques. Est-ce qu'on peut parler un petit peu des mamans qui sont susceptibles d'être contaminées, mais on ne sait pas encore trop. Quel impact ça va avoir au niveau de l'allaitement? Comment ça va se gérer? Alors là où on se veut très rassurant, c'est que en fait, même une maman qui sera symptomatique, elle peut garder son bébé avec elle. La seule différence, c'est que la maman sera obligée de porter un masque avec son bébé, et qu'on sera encore plus vigilant sur la désinfection, sur le lavage des mains, sur le lavage du matériel, et vraiment, on évitera toute contamination. Il faut rappeler quand même que le lait maternel, c'est quand même l'élément le plus protecteur qui existe. Et il y a déjà des études qui sont sorties en disant que, en fait, dans le lait maternel, la molécule Covid-19 ne se retrouve pas. Donc, on est très confiant là-dessus. Et il y a quand même, et ça, c'est dans les écrits de Marc Piot. En fait, il a écrit il y a quelques jours une lettre où en fait il relatait aussi de ces molécules Covid qui avaient déjà été retrouvées il y a quelques années, pour citer en 2012 où il y a eu des études qui ont été faites parce qu'il y avait déjà eu des cas de coronavirus, et en fait la molécule se retrouvait pas dans le lait. Donc on a toute confiance sur le lait maternel, et c'est vraiment le produit indispensable pour le bébé, pour sa protection en fait. Et ça protégera aussi, ça protégera peut-être la mère aussi, mais ça, c'est en fait, tant que la mère, elle est juste symptomatique, sachant que quand même une forte majorité de la population en fait peut être atteinte de ce Covid sans avoir le cas extrême d'une hospitalisation en réanimation. On garde ces éléments-là. Euh, le cas où l'enfant va être hospitalisé en néonatologie ou être séparé de la mère, etc., c'est si vraiment la mère est vraiment pas bien et elle est obligée de se faire hospitaliser, et que le cas extrême de réanimation doit être mis en place, en fait.
On y vient juste après parce que du coup, cet après-midi, j'ai eu une question. Est-ce que si on est symptomatique, voilà, si on n'est pas forcément ultra mal, mais symptomatique, est-ce qu'il faut laver ses seins entre chaque tétée? Alors ça, il n'y a pas, c'est pas dit. Dans les textes, moi, je l'ai pas retrouvé. Soyons logiques. Dès lors que on se lave les mains, si on a de la solution hydroalcoolique, bah, on se repasse les mains à la solution hydroalcoolique. Si on a ses mains propres et que derrière, en fait, on a fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir toucher ses seins avec des mains propres et du matériel propre, en fait, il n'y a pas de nécessité de nettoyer ses seins à chaque fois. Sinon, en fait, c'est comme pour tout, en fait. Alors, ça, c'est aussi, alors c'est peut-être un rappel ou peut-être il y a des gens qui ne le savent pas. Si on nettoie à fond ses mains tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, au bout d'un moment, on a la peau qui est desséchée, en fait. Et pourquoi on a la peau qui est desséchée? C'est parce que on perd, en fait, toute notre flore. Et notre flore, ah ouais, non. Moi, ça va, mais utiliser du chat enfin, chat, solution hydroalcoolique, en fait, toute la journée, en fait, moi, je vois mon homme, il est à les mains complètement sèches. Et si on touche, si on tue toute notre flore, en fait, on va tout dérégler, en fait, et on peut se créer des pathologies qui sont pas toujours très, très sympas, et surtout sur les seins. Parce que les seins, en fait, c'est une partie qui est quand même très sensible. Un peu comme les lèvres, en fait, dès lors qu'on a quelque chose au niveau des lèvres, ça nous brûle, ça ne va pas, et ben les seins, c'est pareil. Euh, Après, une maman qui est contaminée, est-ce que il faut qu'elle utilise, par exemple, des bouts de sein, des bouts de sein stérilisés, etc. Ça, c'est une vraie question qu'on peut se poser, mais pareil, restons pragmatiques. On nettoie son matériel. Eau, savon, ça c'est la priorité, c'est ça qui sera le plus efficient. Et en maternité, bah oui, peut-être qu'on sera obligé d'utiliser du matériel stérile pour protéger tout le monde. À la maison, ben je reste logique, je nettoie mon matériel juste avant et puis je l'utilise avec des mains propres, avec un masque et je reste. Juste peut-être rappeler que bien se laver les mains à l'eau et au savon, ça suffit. On touche peut-être pas ses seins avec du gel hydroalcoolique sur les mains. Pas du gel hydroalcoolique sur les seins, pitié. Non, non, non. Non, mais c'est bon de le rappeler, parce qu'il y a des mamans qui vont vouloir bien faire, se laver les mains et puis repasser un coup de gel et puis finalement se toucher les seins. Bon, voilà, elles voudront. Une maman fait jamais mal, elle voudra faire au mieux, mais au final, voilà, des fois quand on veut trop bien faire, on fait des petites boulettes, quoi. Ouais, enfin, c'est pas des erreurs en soi, c'est des expériences. Mais après, quand on a les mains abîmées, n'hésitez pas aussi à essayer de mettre peut-être des crèmes pour protection, etc. en dehors des tétés pour vraiment refaire la peau comme il faut, quoi. Non, mais c'est ça. Ce qui est important, et ce que tu viens de dire, c'est en dehors des tétés. C'est-à-dire que quand on va pour toucher ses seins, on évite au maximum, à part eau et savon, d'avoir des produits sur ses mains, quoi. Oui, bah on reste au naturel le plus possible. Tant qu'on les mains sont bien nettoyées, qu'on n'est pas en train de tripoter tout ce qu'il faut pas, ben voilà quoi. Je vois Linda qui dit le beurre de karité, ça fonctionne très très bien. Les huiles aussi. Le En gel fait, d'aloe vera, il y a ouais, pas mal de voilà. choses. Il y a plein de choses qui peuvent être bien. Tout va bien, je ne suis pas malade, ne vous inquiétez pas. Ok, et par contre, parce que ça pourrait arriver et qu'il nous reste quelques minutes, j'aimerais bien qu'on évoque les mamans qui seraient symptomatiques, qui seraient vraiment malades, qui seraient vraiment pas bien, mais qui sont encore dans la possibilité de s'occuper de leur bébé, mais qui sont vraiment HS. Voilà, comment ça peut se passer pour elles? Et ben là, ça va être au cas par cas. En fonction des équipes et en fonction de comment on voit la maman. En fait, il faut pas Ah, oublier. juste, je me permets, attention, la lanoline, il y a des perturbateurs endocriniens quand même. Je te laisse finir. Ouais. Dans la lanoline, il y a des perturbateurs Bien, moi endocriniens, aussi. mais il y a aussi, c'est surtout que la lanoline, en fait, peut être aussi allergène. Aussi. Si vous avez quelque chose à mettre sur vos seins, c'est des pansements de lait maternel, point. Non, c'était pour les mains. Ah, Mais la lanoline. Ah,
non. Trop Enfin, gras. ceci dit, pour les mains, le lait maternel fonctionne très bien, Ah, ça, d'expérience. j'ai pas essayé. J'ai essayé les crêpes au lait maternel, mais ça, c'est dit. Tu couperas au montage. Oui, bien sûr, compte sur moi. Bon, allez, revenons-en à cette petite maman, parce qu'il ne reste pas très longtemps, qui serait vraiment, voilà, à chasser du cas par cas. Là, on est sur du cas par cas, mais on est Ouais, d'accord que le lait maternel reste l'élément, si elle le peut, si elle est ouais, suffisamment en forme pour, le lait maternel reste quand même le mieux. ouais. Si vraiment il y a une grande suspicion de Covid et que derrière la maman a les HS et que, enfin, moi personnellement, quelqu'un qui est alité et qui est complètement ras des pâquerettes, on va pas commencer à lui mettre un tire-lait sur elle. Voilà. Enfin, non, il faut être logique aussi. Alors, je disais tout à l'heure, vaut mieux privilégier le lait maternel que des préparations pour nourrissons. Oui, dans les cas idéaux, et tant qu'on peut encore le faire, mais en fait, il faut qu'une maman se soigne. C'est important de garder une maman en vie. Il faut pas se sacrifier au-delà de tout ça, quoi. En fait, il faut vraiment se soigner, quoi. Donc, si vraiment on peut pas, on peut pas. Et il faut l'accepter. Et peut-être que ça sera une maman qui sera HS, qui va être très 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 malade, mais peut-être que d'ici quelques semaines, en fait, ça ira mieux et peut-être, parce que ça existe aussi, des relactations, c'est possible. Voilà. Quand on Bon. a, euh, en fait, c'est ça qui est extraordinaire dans le corps humain, c'est que qu'on ait un bébé ou qu'on n'ait pas de bébé, on arrive à faire du lait et que on arrive aussi à. Alors, cette formule-là, elle plaît pas à tout le monde, mais quand on veut, on peut. Ben, avec l'allaitement, ben ça fonctionne un petit peu pareil en fait. Quand on En tout veut, cas, bien entouré, c'est possible. ah ouais, ouais. Il y a il y a de plus en plus de sages-femmes qui savent ça. Il y a, alors les médecins, bon, ça reste encore difficile, mais les sages-femmes, les IBCLC, il y a les associations de soutien en allaitement maternel le savent très très bien. Il faut surtout pas hésiter à aller voir tout ce monde-là et puis se renseigner et gardez espoir, gardez la santé, occupez-vous de vos bébés, levez-les tant que vous pouvez quand vous êtes bien, etc. Et puis si vous n'êtes pas bien, si vous êtes malade, bah, prenez soin de vous en priorité. C'est vraiment, c'est On vraiment va ça. s'arrêter là parce qu'il reste 15 secondes et Instagram coupe automatiquement. Merci beaucoup, Dorothée. Merci pour toutes ces infos qu'on essaiera de rendre Merci. disponibles quelque part. Merci beaucoup, vraiment, pour toutes ces infos. Belle soirée et plein de bisous. Au revoir.